Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Lundi 15 avril, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. En cette semaine sainte, une explosion a soufflé un immeuble rue Riquet dans le 18e arrondissement de Paris hier soir. En sport, en football, le PSG s'est effondré chez son dauphin à Lille, 5-1. Sur le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. La météo, bien, le soleil dominera aujourd'hui et bonne nouvelle, les températures remontent. On attend de 3 à 16 degrés. Paris jusqu'au soir vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Allez, pensez à vous, à l'appel. Sapeur Rémi, mort au feu. Le lundi matin, nous avons le traditionnel appel des morts au feu. C'est une façon de rendre hommage aux pompiers qui ont perdu la vie sur feu. Caporal-chef Dumont, mort au feu. Sergent-chef Lassus David, mort au feu. On se doit d'avoir notre tenue irréprochable, le casque doit être briqué, vraiment propre, ainsi que nos bottes pour le respect de nos morts. À ce moment-là, la devise des sapeurs-pompiers de Paris, sauver ou périr, prend son sens. Lors d'un feu de toiture en terrasse. C'est une séquence mémorielle, c'est un rappel à l'humilité, ça nous renvoie à notre propre vulnérabilité. Le sapeur-pompier est souvent le dernier recours sur des situations extrêmes de détresse. Fixe. Alors la journée du 15, ça sera une journée qui sera un petit peu speed quand même parce qu'on a un contrôle qui est très important le lendemain, qu'on a préparé de longue date. Et la dernière journée, ça sert vraiment à faire quasiment passer le matériel au coton-tige, quoi. Je vois donc tous mes hommes en train de frotter avec les brosses, les différents masques. Et donc je leur dis, vous embêtez pas les garçons, de toute façon, on va faire un feu aujourd'hui. Il y a cette petite superstition de, bon, de toute façon, on est en train de tout nettoyer, il est 16h, on est en train de finir, mais c'est sûr que dans 2 heures, on va partir pour un incendie qui va faire que on aura tout fait pour rien, ou presque pour rien. C'est le début de la semaine sainte. Ça exige beaucoup de célébrations, beaucoup de préparation, de vérifier que tout est en place. Et puis, voilà, il est 18h. Comme moi, je n'étais pas d'office, ni d'évêque, ni de messe, eh bien, je me suis dit, je me retire dans mes appartements qui sont dans la rue du Cloître, Notre-Dame. J'aime bien saluer les commerçants, parce que je suis aussi le pasteur des habitants du coin. Comme un bon curé de campagne, il va de maison en maison, moi je vais de boutique en boutique, ou même de bistrot en bistrot. Mais enfin, j'essaie de ne pas trop boire, parce que sinon, il y a beaucoup de bistrots dans mon coin. On est la journée du 15 avril, lundi 15 avril. Nous sommes sur Paris pour un voyage scolaire. Du coup, tous les élèves se mettent devant la cathédrale. Ils prennent la photo de groupe. En rentrant dans la cathédrale, on voit que c'est assez grand, c'est impressionnant. C'est pas comme les autres cathédrales ou églises de France. Il y a énormément de monde. Je me faufile comme d'habitude. Le vigile me dit ça va bien, je lui dis ça va très bien. Alors les souris sont toujours là, ils déambulent. Il y a un petit brouhaha, mais moi ça ne me gêne pas. Je suis à la régie de la cathédrale. Il est 18h15, la cloche sonne. Tout va bien, la messe démarre. La messe a déjà commencé, et du coup on s'installe vers le fond de Notre-Dame, dans les derniers rangs. Je reste un moment d'ailleurs à regarder le plafond, parce qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait. Surtout, on remarque qu'en regardant les vitraux, on voit de la fumée, un peu en suspension, et une odeur aussi de brûlé qui se fait ressentir.
On pense que c'est les cierges ou même les travaux qui se faisaient sur le toit. Le prêtre, qui est un chapelain, monte à l'ambon et commence l'évangile de Saint Jean. Le texte de ce lundi saint nous donne à voir le passage de Jésus chez Lazare, Marthe et Marie. Marie arrose les pieds du Christ avec un parfum très rare. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Et le Christ répond, « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Et à ce moment-là, éclate dans la cathédrale une sirène qui assourdit les oreilles. C'est infernal, c'est infernal. On se regarde entre camarades, on se demande ce qui se passe. C'est un incendie, un test ou un attentat, personne ne savait ce qui se passait réellement. Et là, la sécurité derrière qui ouvre les grandes portes, qui étaient juste derrière nous. Donc on nous fait sortir, mais là, on part normalement. Et que Saint-Pierre pourrait s'écouper là, vous me suivez, hein, vraiment. Eh bien, nous attendons un retour des surveillants. La sirène s'arrête, la tension retombe et la confiance revient. Quelqu'un du service de sécurité vient me dire « On ne trouve pas l'origine, est-ce qu'on fait rentrer les gens ?» Alors je dis « Bah oui, ceux qui étaient à la messe. » On rentre dans la cathédrale, le prêtre est au pied des marches de l'autel, et la dame qui est à côté de moi me dit « Vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé ?» Le 15 avril, il fait assez beau, il y a un petit air de printemps quand même dans Paris. Et le soir, vers 18h30, mon directeur de cabinet, Frédéric Lénica, vient dans mon bureau pour faire le point sur un certain nombre de dossiers. On est très détendus tous les deux. Il me fait un geste comme ça, en regardant vers la fenêtre et avec un air très étonné. Et on voit un petit filet de fumée, mais tout petit filet de fumée. Et je me dis, c'est bizarre, ça vient quand même de Notre-Dame. Je ne suis pas du tout inquiète à ce moment-là, même si c'est surprenant. Il était à peu près 18h20 quand la première sirène s'est mise en route. Il est donc 18h40 passé quand finalement je vois arriver en face de moi, dans un état très perplexe, mon collègue, qui est donc surveillant et ce jour-là responsable de la levée de doute. Et je le vois arriver en face de moi au Toki en disant « Bon bah, je monte ». Je le regarde et je lui dis « Tu veux que je vienne avec toi ?» Et là, il me répond « Oui ». Et en montant, lui étant devant, je lui dis « Tu sens ?» Il me dit « Oui ». On arrive devant la petite porte qui donne accès à la charpente. Mon collègue l'ouvre. Et là, on monte l'échelle de bois qui permettait d'accéder au plancher pour marcher sur la forêt. Et cette forêt, finalement, qui doit représenter, je crois, plus de 1400 chênes, est en train de commencer à se consumer. Nous voyons des flammes sur 4-5 mètres de haut, à peu près sur plus d'1 mètre de large, qui sont à une distance de nous de 6-7 mètres. Le premier réflexe que j'ai eu en voyant le feu a été de faire une photo. Et là, je lui dis, on descend, reviens, on descend, on traîne pas. Mon collègue, à son Toki, prévient les autres surveillants en disant « Oui, il y a bien le feu dans la charpente, appelez les pompiers ».
Et de Montoki, je rétorque que oui, on évacue vraiment la cathédrale. Je reçois un message où il y a marqué « La cathédrale brûle ». Alors là, c'est le genre de truc où je dis « Bon, on arrête les conneries, faut pas me faire ce genre de coup ». Et là, on m'envoie une photo du comble de la flèche en feu. Je prends mon manteau, je sais même pas si je ferme la porte ou si j'éteins la lumière, c'est rien du tout. Et j'arrive 4 minutes avant le départ du dernier train. C'est long, hein, Paris-La Rochelle, ça doit être dans les 3h50 ou 3h30, si c'est pas 4h, je sais plus. C'est très très long. Et pendant ce temps-là, la charpente brûle. Je m'assois sur la terrasse chez Mado. Et Mado me prépare un petit verre. Et puis, 2 minutes, 30 minutes, bon peut-être oui, 2 minutes après, elle me dit « Monseigneur, il y a de la fumée au-dessus de la flèche. » Je reviens sur le parvis et je vois effectivement déjà que ça s'enflamme à une vitesse incroyable. Incroyable. C'est apocalyptique. Vous quittez la cathédrale, tout est bien. 2 minutes après, vous voyez un drame qui s'annonce, car c'était le drame qui s'annonçait. Ça s'embrase devant moi et je ne peux rien faire. Moi, ça m'a complètement bouleversée. On est abasourdi. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir permis ça, quoi. On est là, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi vous nous avez fait cela? Pourquoi tu nous... Et on est... moi, j'étais sidérée. Je suis sidérée, en fait. C'est très calme de notre côté, très très calme, parce qu'on est en fin de journée. Et dans ce calme apparent, je reçois un coup de fil sur mon portable d'un de mes camarades. Et il me dit, il se passe quelque chose devant la préfecture de police, Notre-Dame est en feu. Enfin, en tout cas, il y a un départ de feu à Notre-Dame. Alors là, je raccroche et je sors de mon bureau et me dirige vers le bureau du général Gallet. Ça interpelle parce que la personne, elle est fiable. Bon, en même temps, il peut y avoir une divergence d'appréciation. Il peut y avoir un hoax, hein, une fake news, un canular, mais ça interpelle. J'appelle tout de suite le centre opérationnel qui se trouve à quelques encablures là, de notre bureau. Et mon officier de garde me dit non, mon général, rien à ce moment, tout va bien. Donc j'allais raccrocher. Il me dit hop, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. On reçoit en ce moment des appels pour feu à Notre-Dame. Et là, boum. Je remonte aux alentours de 18h30 dans mon appartement et la sonnerie retentit dans mon appartement. La sonnerie qui annonce une sonnerie pour feu. Pour d'autres interventions, on se dépêche d'aller au camion, tout va bien. Mais dès qu'il y a cette sonnerie, c'est vraiment une course dans la caserne pour se préparer. Encore plus frénétique que d'habitude. Moi, j'ai jamais fait de feu. Donc, j'ai quand même eu des départs pour feu avec mon camion. Mais à chaque fois, c'était des fausses alertes. Et donc, cette fois-ci, vu qu'il y a quand même cette grosse sonnerie qui est censée représenter plus, moi, oui, ça me met une petite montée d'adrénaline et ça me fait être aussi enthousiaste que les autres. Donc, lorsque j'arrive donc au niveau du standard, l'homme qui répond au téléphone et qui prend l'ordre de départ pour partir sur intervention me dit « Mon adjudant-chef, vous partez pour feu à la cathédrale de Notre-Dame. » On se dit « Mais ça pouvait pas brûler. Notre-Dame, ça pouvait pas, c'est pas possible. C'est quelque chose, c'est là, c'est censé être là, ça va rester éternellement là, il peut pas y avoir de problème. » Et voilà, et puis après, tout le monde s'équipe en fait et on quitte la remise en direction de Notre-Dame.
Lorsque j'arrive, je lève les yeux au ciel pour voir donc le sommet de la cathédrale. Je vois donc cette fumée, donc vraiment chargée. Donc une fumée vraiment avec une couleur orange, ocre, qui commence à partir. Alors, une fois que la sidération passe, donc je passe en mode réflexe. Vraiment, c'est entre guillemets une course contre la montre. Et là, sur le parvis, je suis seul sapeur-pompier. Donc, je demande le plus gros volume de moyens possible chez les pompiers de Paris, qu'on appelle un renfort incendie. Mon téléphone de garde sonne. Le chef de garde qui est sur les lieux demande renfort incendie. La fonction dessinateur opérationnel est une fonction d'appui. On est là pour aider le commandant des opérations de secours. Donc à l'opposé de mes collègues qui, eux, sont là pour éteindre l'incendie, eux prennent les tuyaux, ils prennent des lances. Moi, mes seules armes, c'est ma plaquette à dessin. Je prends une feuille blanche, teste les marqueurs, savoir s'ils fonctionnent bien, et je pars aussitôt sur l'intervention. Un incendie s'est déclenché il y a quelques instants à Notre-Dame-des-Paris. Je voudrais tout de suite vous montrer ces images qui nous parviennent d'un grave incendie en ce moment même à Notre-Dame de Paris. On nous dit que des dizaines de pompiers sont sur place. En tout cas, un panache de fumée impressionnant se dégage de la cathédrale. Il est visible de nombreux quartiers de la capitale. Il y a quelques minutes, j'étais en ligne avec À l'état-major, ce jour-là, c'est moi qui suis de garde et le général Gallet, il est commandant de la brigade. Donc il ne peut pas ne pas être sur un feu d'une telle importance, mais il me dit dès le départ, c'est toi qui es de garde, pars devant. Et tout à chacun, pendant qu'on roule, bien sûr, on reçoit de multiples appels qui demandent ce qui se passe à Notre-Dame. Quand je rentre à la cathédrale et que je m'assure que tout public a été évacué, et là, il y a vraiment un silence. La cathédrale est magnifique, immaculée. Il y a les cierges qui sont allumés. Et il y a vraiment, on ne peut pas s'imaginer que au-dessus, la toiture est en train de brûler. Notre chef nous donne les ordres pour le matériel à prendre. Et une fois que j'entends ça, qu'il y a cette dualité, vraiment, moi, de dire je suis stressée, j'ai un peu peur. Et puis après, il y a aussi c'est génial. C'est génial, ça va être mon premier feu. Je vais enfin aller sur un incendie pour essayer d'éteindre cet incendie. Et là, c'est parti. On s'est engagé dans la rue du Cloître Notre-Dame, au niveau du transept nord. On commence l'ascension dans un tout petit escalier en colimaçon qui monte jusqu'en haut du transept nord, ou du moins jusqu'à la première terrasse, là où il y a l'échafaudage. On est en train de monter ces marches et je suis en train de me dire mais c'est dur, c'est lourd et je commence à avoir du mal à respirer et je me dis non, il faut que j'y arrive. On porte environ 35 à 40 kilos sur le dos. Il fait très chaud et c'est très lourd. Tout en haut de la tour, il y a deux portes. Une porte, la porte de gauche, elle donne sur l'extérieur. Et la porte de droite, elle donne directement dans les combles, dans cette fameuse forêt, quoi. Quand on ouvre la porte, en fait, c'est complètement noir de fumée, opaque, et la fumée était chaude. Et c'est là que le chef Jérémy nous donne une première mission, c'est de faire un petit repérage derrière la porte qui donne sur les combles. Donc on s'accroche avec mon chef d'équipe avec une petite longe d'1,50 m qui nous permet de rester en contact permanent. On n'y voit rien. La vue n'est plus un sens qu'on peut utiliser, donc il faut utiliser les autres sens. On écoute, on essaye d'entendre le crépitement du feu, et on touche tout ce qui nous entoure pour savoir quelle direction prendre. Et là, on arrive tout de suite contre des escaliers. Et donc là, je suis accroupie, je suis mon chef, on monte une première marche, 2, 3, 4, une dizaine. Et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce qui fait chaud? Donc il y a mon chef qui est devant moi et qui me dit régulièrement, ça va, tu vas bien? Je fais oui, ça va. Donc intérieurement, j'ai très chaud, mais je veux pas te dire que j'ai trop chaud parce que je sais pas si c'est normal.
Et puis, je veux pas qu'on ressorte à cause de moi alors qu'on n'a pas rempli notre mission. Donc, on monte une dizaine ou une quinzaine de marches. Et là, je sens qu'il fait toujours chaud. Et je sais qu'il fait trop chaud puisque mon chef me le dit. Il me dit « Ok, c'est pas normal, il fait trop chaud, on ressort. Donne-moi la ligne guide, on l'accroche ici et on ressort tout de suite. » Et là, on s'observe et on voit que nos casques ont changé de couleur. Ce changement de couleur, ça arrive quand il fait trop chaud. Quand on arrive à des températures presque limites de la résistance de notre matériel. Et donc là, je me dis vraiment, oui, c'était pas moi qui avait trop chaud à l'intérieur, c'était réel, quoi. Je me présente au niveau de la porte dessous le transept sud, côté Seine. Je rentre, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, le feu on le voit pas parce qu'il est au-dessus. Je lève la tête et mon regard est attiré par il y a une pluie de brandons. Ça pourrait ressembler à une pluie de confettis. C'est joli, c'est magique à la fois et c'est dramatique. Bon, je suis pas là pour faire du tourisme, hein. Hop, la réalité revient vite. Je m'engouffre dans cet escalier à colimaçon et là c'est une succession de virages. Je débouche sur la toiture et je suis en contact direct avec des pompiers. En haut du transept sud, il y a une première porte qui est ouverte et qui donne derrière la rosace côté sud, où là, c'est un brasier. On voit que du feu, on n'arrive même pas à distinguer l'architecture en fait de la cathédrale. Tout est en feu en fait. Les flammes percent la toiture de plomb. C'est illusoire de penser pouvoir pénétrer dans la charpente. Le risque est trop important pour mes collègues. Et mon regard est attiré en contrebas. Il y a de l'eau qui coule par une gargouille. Et je porte attention à ce qui se passe. Et là, je me réalise que c'est pas de l'eau qui coule par la gargouille. C'est du plomb en fusion. Plus ça va, plus on attaque, plus la toiture commence à s'effondrer. Je suis obligé de faire relayer mes personnels toutes les 2 secondes. Il fait une chaleur mais impressionnante, limite insoutenable. C'est là où j'ai l'impression que mes gants ils sont en train de fondre. Et mes personnels devant la porte, à ce moment-là, ils me disent qu'ils en peuvent plus, qu'il fait vraiment trop chaud. Je les regarde et je leur dis, les gars, de toute façon, il faut qu'on continue. On peut pas s'arrêter là, on pourra rien faire d'autre. Lorsque j'arrive, la vision elle est étonnante. On voit ce corridor humain avec tous ces gens qui sont fascinés, qui sont complètement sidérés, je dirais, par la vision qu'ils ont. J'y retrouve l'adjudant-chef Jérôme. Et là, je dis, tu prends le secteur transept nord, tu rejoins tes bonhommes et je veux un point de situ pour savoir ce qui se passe là-haut. Donc moi, je pars en courant donc de suite vers le transept. À l'intérieur des combles, on entend des crépitements du feu qui gagnent du terrain. Et là, on voit le monstre en feu arriver, comme un animal, une énorme gueule qui vient bouffer l'ensemble de la toiture et qui se rapproche de nous très rapidement. Ça progresse à une vitesse folle. Donc là, je vois en fait ce qui était à l'intérieur. Il n'y a plus toutes les marches qu'on a gravies, puisque c'était que du bois et tout a brûlé, donc ça fait... on voit des grandes poutres en travers qui sont rougeoyantes. Donc moi, mon but, c'est de mettre le maximum d'eau là-dessus. C'est certainement leur plus gros feu. Il y a notamment le sapeur Marie-Ange qui est sur place. Je sais que c'est sa première intervention pour feu. Et ce qui veut dire que j'essaie de la rassurer. Je lui demande de souffler parce que sinon elle tiendra pas. Il nous dit, écoutez, ça brûle. Honnêtement, je suis pas sûre qu'on puisse y faire grand-chose. On va essayer de limiter les dégâts. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ne vous épuisiez pas. Ils sont pompiers, ils veulent réaliser la mission jusqu'au bout. Et parfois, si on ne les restreint pas, ils seraient capables d'aller au cœur des flammes pour l'éteindre. On a perdu 2 hommes au mois de janvier, donc ça faisait à peine 3 mois. C'est très récent, le deuil n'est pas fait, tout le monde a ça en tête. Et on se dit, c'est pas possible, on repère pas des bonhommes aujourd'hui.
J'emprunte la place de l'Étoile et ensuite je descends sur les quais. Et après, je remonte tous les quais jusqu'à la cité. C'est déjà visible des quais. J'ai un angle de vue qui me permet de voir le panache qui monte très droit. On peut déjà dire par rapport à la connaissance des lieux que c'est un feu qui va engager beaucoup de personnel, c'est un feu qui va être dangereux. Et bon là, je dis un gros mot et je dis ouais, c'est mal barré. À partir de là, c'est un tsunami de renforts qui arrive. J'arrive très très vite au pied du parvis. Et là, je suis complètement arrosé d'une pluie de brandons et de cendres et incandescents. Hein, les brandons incandescents, parce que je veux dire, ça pigmente, ça marque ma tenue de feu. Face au parvis, Notre-Dame attend. On voit les premiers tuyaux qui sont établis. Mais le feu, pour l'instant, il monte toujours en puissance. Je marque quand même un temps d'arrêt. Je ne sais pas comment on va faire. Il va falloir trouver une solution pour éviter que le feu ne descende, ne perce la voûte, ne descende de la charpente et tombe à l'intérieur de la nef. S'il descend en bas, pour moi, c'est pratiquement foutu, quoi. Des incendies qui sont produits avec ce type de scénario montrent que c'est pratiquement impossible à enrayer. Je me dirige naturellement vers les deux portails, là. Et je vois le feu qui se répand à l'intérieur. Donc ce que je ne souhaitais pas, ça se produit déjà. Donc il faut que je reprenne pied, il faut que je remonte dans mon tunnel. Donc je touche... J'ai des petits trucs, hein, on a chacun des trucs. Donc je touche une pierre d'un pilier. Bon, ok, là je suis sur terre. Il faut vraiment qu'on puisse contenir cet incendie, qu'on puisse gagner le temps de relancer, de reprendre l'initiative. Le feu, il galope, il avance, il avance. Et on a, sur cette intervention, la synthèse de toute la complexité du métier. On fait un feu qui se déroule à grande hauteur, entre 45 et 55 mètres. On n'a que 4 escaliers pour y accéder, en pierre, alors qu'on va avoir une fragilité généralisée de la structure. Lorsque j'arrive sur la coursive extérieure, en haut du transept nord, on a vraiment ce face-à-face avec ce foyer, avec ce qu'on appelle dans le métier ces anges danseurs. Ces flammes qui vivent, qui respirent. Pour moi, le feu est quelque chose de vivant, quoi. Qui est quelque chose qui évolue, et par rapport à ce qu'on en fait, voilà, qui peut être plus ou moins dangereux. Il y a un rapport de force entre lui et nous. Il peut nous tuer comme nous, on peut le tuer. On passe un par un à la lance. Et en fait, on se rend compte rapidement qu'on ne sert pas à grand-chose, puisque une fois qu'on a fini d'éteindre une zone, elle se enflamme directement, donc on lutte tant bien que mal. Ça brûle tellement on est démunis. Quand je vois la toiture qui s'ouvre, les gravats qui tombent, je me dis que le risque d'effondrement, il y est toujours. Au-dessus de moi, je regarde, je vois bien que c'est un toit en pierre. Mais est-ce qu'une fois que toute la toiture s'est effondrée, cet escalier, il est tenu par quoi? Incroyable. Народу немерено. Аж там. Toute la charpente va passer. Toute la charpente. Sur ce combat, il y a aussi des objets à sauver. Il y a le trésor, un certain nombre d'objets rituels et propres à la cathédrale qui sont inestimables et qui sont encore à l'intérieur. Donc il y a toute la manœuvre d'évacuation, de sauvetage du trésor et des œuvres d'art à organiser. Je cherche du regard qui est disponible dans mon équipe et je vois le capitaine Franck. Et donc à partir de là, je lui dis: tu pars faire cette manipulation d'extraction de trésors et de mise à l'abri de cette richesse patrimoniale.
Devant l'intensité et le développement du sinistre, je me voyais aller au combat, au contact. Donc, on me donne cette mission, pas très bien. On se dirige à l'entrée de la sacristie, où l'engagement de mes personnels va commencer à être réalisé. En tant que conservateur régional des monuments historiques, la première chose à laquelle je pense et dont je fais part aux pompiers, c'est évidemment de pouvoir à un moment aller chercher des œuvres. On rencontre une petite brigade, je pense qu'il y a une dizaine d'hommes qui savent faire avec un peu de matériel. Et quand on arrive, on les dérange. Assez clairement, ils ne comprennent pas pourquoi les personnes postées sur le parvis nous ont autorisés à venir jusqu'à eux. Je veux pas qu'il entre à l'intérieur parce que c'est quand même risqué. Il y a beaucoup de fumée, il y a des effondrements, donc je veux pas lui faire courir ce risque. Et la conversation est assez hachée finalement. On s'écarte de 10 mètres, on revient vers eux, on s'écarte, on revient. Et puis au fur et à mesure, il y a un dialogue qui commence à vraiment se focaliser sur la couronne d'épines, la couronne du Christ, enfermée dans un coffre au fond de Notre-Dame. C'est encore plus fort finalement que les bijoux de la couronne pour l'Angleterre. C'est-à-dire que les saintes reliques recelées dans Notre-Dame, voilà, c'est un trésor qui dépasse l'humanité d'une certaine manière. On arrive dans la cathédrale, et là, lorsque l'on ouvre les portes, on a un spectacle de désolation, vu qu'une partie de la toiture a déjà commencé à percer. On va en direction de la partie où on doit trouver cette fameuse couronne d'épines. On soulève des nappes, on regarde derrière des tableaux, on bouge des tables, des coffres, des chaises. Bah, il est là le coffre. Et effectivement, à l'intérieur, une couronne d'épines dorées est tenue par 4 petits fils d'acier. Il y a ces fameuses épines qui sont présentes, qui me picotent un peu les mains d'ailleurs, et qu'il ne faut pas casser non plus, parce que si on rapporte la couronne d'épines qui n'est plus une couronne d'épines, l'intérêt serait un peu inutile. Donc, je la prends avec beaucoup de précaution. Quelqu'un crie que la couronne a été trouvée et on voit ce pompier en uniforme, casqué, sortir de la sacristie en tendant le plus possible son bras et en nous montrant très fièrement cette couronne qu'il a trouvée. Donc oui, à la fois, il y a une émotion très forte, sans doute un peu de palpitant, voir soudainement cette couronne qui devient un élément totémique de notre lutte conjointe avec les pompiers, à la fois redonne du baume au cœur et en même temps nous désespère, puisque on est obligé d'annoncer à ce pompier victorieux que non, ce n'est pas la couronne d'épines que nous recherchons. Celle que l'on a sauvée était celle d'exposition qui était uniquement là pour représenter la véritable qui était cachée dans un coffre. Et donc là, on repart pour une chasse au trésor. Je rencontre Madame Hidalgo. On s'embrasse. On se prend dans les bras et on essaye de se consoler. Il est choqué. À la fois je regarde, à la fois je prie pour que ce feu cesse. Et là, je râle un peu, parce que ça m'arrive de râler. Dire, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Voilà. C'est surtout cette question, pourquoi? Je vous dis, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, et pourtant, il y a une présence. Voilà, une présence qui fait que je ne désespère pas. Je rentre sous le parvis, un peu désorienté, pas de beaucoup même, parce qu'au fur et à mesure que je roulais, je regardais. Je levais les yeux au ciel, je voyais la grosse fumée blanche, jaune, bleue. Je savais même pas trop les couleurs qu'il y avait. Je me pose plein de questions à ce moment-là. Est-ce que nous, on a bien tout fait? Est-ce que vraiment, on a fait une connerie? J'essaie de me remémorer la journée complète à la minute près, à la seconde près. Je vois pas d'erreur, je vois rien du tout. Je dis non, on a fait tout comme on a fait. Ça fait 6 mois qu'on fait comme ça. Non, pas de notre faute.
j'entends quelqu'un essayer d'attirer mon attention au loin. Le temps que je comprenne, en fait, je m'aperçois que c'est mon conducteur qui est en bas, qui fait des grands gestes. J'arrive pas à comprendre distinctement ce qu'il veut me dire, mais on voit clairement à son attitude, voilà, qu'il y a quelque chose qui le préoccupe immédiatement. Il essaie de montrer quelque chose. Alors, je me retourne en direction de là où son bras indique, et je vois cette flèche qui commence à chuter. Ce volume énorme qui commence à sombrer, un peu comme un scène au ralenti. Il y a une clameur collective qui souligne toute la stupéfaction. On entend un gros bruit sourd avec une sorte de fumée qui nous jaunâtre, qui revient vers nous. Tout le monde se recule, mais c'est pas ce qui se passe en fait, donc on reprend directement l'attaque après 5 secondes. Là, il se passe quelques secondes, je ressors, on regarde. La situation semble être figée. On reprend l'attaque. On entend le fracas qui est beaucoup plus fort. C'est la deuxième partie de la flèche qui s'effondre. Ça génère une boule de feu qui est immense. Moi, je cours comme un fou, parce que là, il y a des pompiers qui sont engagés dans les transepts latéraux. Et je me dis, putain, pourvu que ceux qui sont à l'intérieur, ils ont pu se désengager. Si par miracle, mais j'y crois pas. Hein. Je pense que c'est un champ de ruines à l'intérieur, vu l'effondrement. Je me mets à pleurer comme un bébé. Parce que j'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un d'important. Comme un décès d'un proche. Je ne bouge pas comme si j'avais comme paralysé. J'avais les pieds voilà, accrochés au parvis. Je vois que la cathédrale est en train de m'échapper. Et je suis obligé de lâcher prise. Il me dit, il y a la couronne d'épines, il y a la tunique de Saint-Louis, il y a des clous de la croix, un morceau de bois de la croix du Christ. Et il en parle en disant, c'est inestimable, vous vous rendez compte, Anne, ça va partir en fumée, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Donc là, on a un feu qui n'est pas sous contrôle, on a un trésor qui n'est pas sauvé. On a le pire des scénarios, c'est-à-dire le feu descendu avec l'effondrement de la flèche. Donc on a un double foyer, donc l'édifice il va être considéré comme perdu et j'ai probablement des sapeurs-pompiers qui sont manquants à l'appel. J'ai plein de comptes rendus par radio en disant attention, l'établissement a bougé. Donc on sent que tout l'établissement a bougé. Et à ce moment-là, je prends la radio et je demande une évacuation généralisée. Un colonel qui arrive avec son conducteur et qui me dit « Descendez les gars, c'est urgent, vous amarrez vos lances, tout s'effondre. » À ce moment-là, je dis au conducteur du colonel « Non mais nous on continue, on reste là. » Et je le vois qui m'attrape par l'épaule. « Non mais chef, t'as pas compris. T'as pas compris, en fait, c'est un ordre. Donc là tu descends tout de suite. » Pour nous, c'est inconcevable de descendre. Le feu n'est pas éteint, donc moi je veux qu'on continue, coûte que coûte. Et il me reprend par l'épaule avec le colonel, il me fait « Non mais les gars, là c'est trop dangereux, vous descendez. Vous amarrez vos lances et vous descendez le plus rapidement possible. » Chose qu'on a faite tout de suite. Je décide donc de partir devant mes équipes pour m'assurer que le chemin de repli est toujours viable et qu'il n'y aura pas de difficulté pour évacuer. Je me retrouve à mi-chemin de cette tour, il y a une lourde porte en chêne qui, contre toute attente, mais alors dans l'incompréhension la plus totale, se retrouve fermée devant moi. On se complètement démuni parce qu'il est impossible de l'ouvrir de l'intérieur de là où je suis. On se met à deux pour essayer de forcer cette porte, comme on peut, à moyen de coups de pied, de coups d'épaule, d'essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui nous a échappé sur le mécanisme. Il faut se rendre compte de l'évidence, c'est que là, on est coincé. Donc je me résous à rendre compte au véhicule de poissonnement en disant « Je suis coincé avec mes équipes dans le transept nord par une porte qui s'est fermée par je ne sais quelle raison. On n'est pas en mesure de redescendre, il faut venir nous chercher. »
perçois que la fin de ce message. Demande à être renforcée, besoin d'une assistance qui arrive de l'extérieur, en fait. L'effet de souffle était tel qu'effectivement, il se retrouve encagé dans la partie supérieure de l'établissement. Lorsque je reviens au niveau du véhicule poste de commandement, on me dit, voilà, mais en chef, ils sont bloqués, il faut aller les chercher. On entend du bruit derrière la porte, et en quelques instants, la porte est ouverte, et je me retrouve face à face avec l'adjudant-chef Jérôme. Et là, notre regard s'est croisé, on était vraiment rassurés. Et là, je lui ai dit, vous m'avez fait peur, mon capitaine. Lorsqu'on ouvre la porte et qu'on rentre dans cette cathédrale, on découvre vraiment les conséquences de la chute de la flèche. Et là, c'est une vision qui est terrifiante, c'est une vision qui est sidérante. L'atmosphère, en fait, dans Notre-Dame a complètement changé, puisque maintenant, il y a le feu dans la cathédrale, il y a des effondrements de pierres qui sont quasiment incessants, en fait. Donc là, ça commence à être une scène de guerre, en fait, dans la cathédrale. Il y a vraiment une cascade de lave qui tombe au milieu de la nef, là, à près de 40 mètres de haut, et puis qui court sur 40 mètres de hauteur sans discontinuer. On était, nous, effectivement, un instant avant, dans cet escalier, en pensant qu'on était totalement sécurisé. Alors qu'en fait, on était en tenaille entre un incendie qui se développait d'une puissance faramineuse en partie haute, et finalement, en bas, un incendie qui se propageait, et une situation qui était complètement précaire, que personne ne maîtrisait. Et c'est vraiment le moment où je me dis, waouh, putain, ouais, c'est la cathédrale. On va pas pouvoir tenir longtemps, on a 2 heures, quoi. Donc le combat, il sera perdu ou gagné dans ces 2 heures-là. Cette cathédrale qui est un emblème de notre ville dans le monde entier. Et on est tous dans la peine face à cette épreuve. J'aperçois Madame Hidalgo et je décide de lui faire un point. Elle soutient le recteur Chauvet de manière... physiquement, il est ébranlé. Le général Gallet est très très anxieux et lui-même dit on va tout faire pour qu'elle soit debout encore demain, mais c'est sévère et c'est pas gagné. Le trésor n'est pas toujours sauvé. On a envoyé des équipes. Mais pour l'instant, j'ai pas de bonnes nouvelles. Et là, le recteur Chauvet, j'étais très brutal, mais je m'en suis voulu après. Il prend le coup et il commence à vaciller. Mes yeux sont fixés sur l'incendie. Se dire, quel est le signe que le Seigneur veut me faire passer? Qu'est-ce qui me donne à vivre là? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout le monde est d'accord qu'on ne pourra pas réinvestir l'établissement. Mais je sais aussi que je ne peux pas m'extraire complètement du rez-de-chaussée de cette cathédrale parce que le travail n'est pas terminé dans l'évacuation du trésor. Je sens parmi les troupes des pompiers que si une action doit être menée, c'est très rapidement. La tragédie a changé d'ampleur, la chute de la flèche, je pense, les a vraiment inquiétés. Et c'est même eux qui reprennent la communication. Alors, à la fois, je leur décris ce que je sais des reliques, et en même temps, je n'en sais pas grand-chose. Il insiste pour rentrer. On lui donne un casque. On l'accompagne. J'attendais de lui une action rapide, efficace. C'est là, tac, on ressort, on n'en parle plus. Mais il est perdu. Est-il sidéré? Est-il obnubilé? Il est incapable de se reconnaître à l'endroit où nous sommes. Ça m'agace un petit peu parce que je lui fais courir des risques pour rien. D'abord, cette information, Emmanuel Macron et le Premier ministre sont arrivés à la préfecture de police qui se trouve juste en face du parvis de Notre-Dame. Ils font un point de situation en ce moment avec les pompiers, en présence également de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le préfet de police vient vers moi, il me dit bon, le président de la République arrive, il va falloir faire le premier point de situation. On a une demi-heure véritablement pour essayer de circoncire le sinistre, de le faire baisser en intensité, avec le vent en plus qui est contre nous. On peut y arriver. On tient sur ces 2 lignes d'arrêt. Je pense que si on maintient comme ça,
On devrait pouvoir le circonscrire. Et éviter qu'il parte dans le tiers qui a été préservé et qu'il les détourne de ses fonctions. Voilà. On n'a toujours pas trouvé cette couronne d'épines et on ne sait pas très précisément où se trouve ce coffre, ne sait pas à quoi ressemble ce coffre et ne sait pas comment ouvrir ce coffre. Et c'est à ce moment-là que nous rejoint le régisseur général Laurent, régisseur général du clergé. Il se trouve que de par mes fonctions, j'ai accès à cette couronne d'épines. Et donc, j'ai les clés, les codes et les divers accessoires qui permettent d'accéder à ces reliques que je vais chercher immédiatement dans le coffre de la sacristie dans lequel ils sont conservés. Je crois que les pompiers, quand même, qui nous suivent, qui nous gardent à l'œil dans toutes nos actions, sont sidérés de voir à quoi ressemble la salle de la sacristie dans laquelle on cherche les clés. C'est une salle qui est composé de dizaines de placards, dans lesquels sont cachés des dizaines de tableaux de clés, clés qui permettent parfois d'ouvrir des armoires métalliques contenant elles-mêmes d'autres tableaux de clés. Et je vois que les pompiers se disent mais que cherchent-ils? Il y a des centaines de trousseaux de clés, ça va nous mener nulle part, on n'a pas de lumière, on voit rien. Il y a les alarmes en fait qui hurlent, les alarmes de sûreté du trésor qui hurlent. J'ai à ce moment-là l'impression d'être dans un film américain dans lequel on aurait encore un décompte de temps pour ouvrir le coffre, arrêter la bombe. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de surréaliste. Je récupère dans le coffre de la sacristie, effectivement, les clés qui permettent d'accéder à ces reliques. L'un des pompiers demande à ses collègues de nous passer leur casque. Et nous voilà partis donc avec 2-3 pompiers à l'intérieur de la cathédrale justement pour aller chercher ces reliques. On rase les murs parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on a au-dessus de notre tête et on n'est pas serein. Dans la nef au loin, il y a le bruit de l'explosion des chaises sur lesquelles doivent chuter ces objets qui devaient sûrement être soit des gros éléments de bois, soit des éléments de voûtin, de pierre de la voûte. On est aux aguets. On sait qu'un effondrement peut en entraîner un autre. Le fameux effet domino est omniprésent dans nos têtes. Donc chaque bruit, chaque craquement, chaque effondrement, aussi petit soit-il, nous interpelle. On arrive dans la chapelle et les reliques dans cette chapelle sont enfermées dans un coffre-fort qui est posé au sol. C'est un coffre avec 4 serrures. Il y a 3 serrures chiffrées et la 4e serrure est la serrure générale qui déverrouille l'ensemble. Donc je mets la clé dans la première serrure, je fais le premier chiffre qui est 0. Je mets la clé dans la 2e serrure et là, trou de mémoire. Impossible de me rappeler du chiffre, ni de la 2e, ni de la 3e serrure. Et très rapidement, autour de ce coffre scellé, les pompiers nous disent écoutez, on ressort et on voit comment on peut intervenir, mener une opération de décellement. On y va, on s'en va. Là, sur le plan de sauvetage de trésor, il y a une information qui n'est pas parasite, mais qui me met hors de moi. Il manque le code pour le coffre. Là, j'ai les envies de meurtre. C'est pas vrai, quoi. On a vraiment tout eu ce soir-là. Et là, je suis furieux. Et je foudroie, je m'en vais encore après, je foudroie d'un œil, enfin d'un regard très noir, le recteur Chauvet, là, et qui peut absolument rien. Il y a un pompier qui vient me voir et il me demande le code du coffre. Mais naturellement, j'étais bien incapable de lui donner le code du coffre. Parce que dans l'émotion, et à vrai dire, je ne le connais pas par cœur. Mais j'ai toujours dans mon cœur un sentiment d'espérance. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être aussi aux pompiers. Je mets donc plusieurs SMS à mon collègue Stéphane, qui est sacristain général, qui se charge de sortir ces reliques. Il s'y reprend à 2 ou 3 reprises.
Le ton monte, les pompiers disent non, mais on y va, si vous n'avez pas le code, on y va, ça sert à rien. Donc là, il est 20h36 et c'est qu'à 20h41 que j'aurai son retour et du coup, il me donne le code. Voilà. Donc je suis quand même un peu soulagé. Je mets la clé dans la 2e serrure, 2e chiffre. Je mets la clé dans la 3e serrure, 3e chiffre. Je mets la clé dans la dernière serrure générale. Il y a le clac. Je tourne la poignée et le coffre s'ouvre. Je sens bien au moment où j'ouvre que tout le monde est derrière moi. Les pompiers, Antoine-Marie, tout le monde est là. Et il y a quand même un sentiment de soulagement que la porte s'ouvre, même si personne ne crie victoire. Il y a 3 reliques dans ce coffre. Il y a ce qui est considéré comme l'un des clous de la Passion, donc que je prends et que je mets dans la poche de ma parka. Dans un écrin de cuir rouge, il y a un morceau du bois de la croix que je donne à Antoine-Marie. Et dans un écrin rouge aussi en cuir, il y a la couronne d'épines, du coup, que je prends sous mon bras. Et nous courons vers la sortie, un peu poussés par les pompiers qui ne voient pas d'un bon œil que nous restions dans la cathédrale. Alors, la couronne est sortie. Une partie essentielle de la mission est remplie. Première bonne nouvelle. Là, il y a toujours Madame Hidalgo avec le recteur Chauvet. Je dis, première bonne nouvelle, on vient de sauver le trésor. Je lui glisse à l'oreille, le trésor est sauvé, la couronne est sauvée, et il est, il sourit, quoi. C'est vrai que ça me soulage. Vous savez, la couronne d'épines, c'est une des plus belles reliques de l'Occident. Et là, j'ai vu comme un signe d'espérance. On dépose ces reliques dans le bungalow de Franck, du chef de chantier. Il y a le sentiment de se dire, ça c'est fait et maintenant le reste, quoi. Voilà. Et donc en sortant, pour ma part, je dis aux quelques pompiers que je croise, n'hésitez pas, prenez tout ce que vous pouvez emporter. On commence méthodiquement, alvéole par alvéole, commencer à sortir les œuvres sans réellement avoir vraiment une idée précise de qu'est-ce qui est une valeur culturelle ou financière. Donc du coup, on prend un principe base, ce qui brille est important. On a l'impression de voir des petits moines qui savent faire au final, parce qu'on a tous le même uniforme, et puis avec des grandes croix, avec des grands candélabres de plusieurs kilos, et on voit toutes ces petites fourmis monastiques emmener le trésor loin du feu. Ils ressortent avec des chandeliers, avec des crucifix, avec des tableaux de dévotion, avec du mobilier, comme des fauteuils en velours. Je sais pas, ils en sortent une petite centaine, je pense. Et il y avait quand même des tableaux qui devaient faire 4-5 mètres de long sur 2 mètres ou 2 mètres 50 de haut, quoi. Il y en avait 4 ou 5 de posés comme ça. Et du coup, on se retrouve vite submergé par plein d'œuvres d'art qui n'ont pas leur place là, en fait. L'étape d'après va être d'organiser, avec le concours des policiers, l'évacuation, objet par objet, de l'ensemble des éléments sortis de la cathédrale vers les camions mis à disposition par la mairie de Paris. Nous sommes escortés de motards de policiers, assez nombreux à vrai dire. Je suis sidéré par les visages de ces milliers de personnes qui sont recueillis, le silence est total. La vie s'est arrêtée. Je le vis à ce moment-là comme une sortie de l'apocalypse, c'est-à-dire que on revenait dans le monde des vivants ou en humanité tout court. On avait vécu une expérience hors du temps, hors du commun, et on se reconnectait avec la vie normale. À partir de là arrive le moment critique de la manœuvre, finalement. C'est cette décision de faire ce que l'on appelle la part du feu. Ok, je suis face à une situation qui est extrêmement compliquée, avec un ennemi qui manœuvre, qui est extrêmement fort. Et moi, je décide que je vais l'arrêter à tel endroit. Ok, le feu, je te laisse cette partie-là. De toute façon, on n'y arrivera pas ici, on ne pourra pas attaquer par tous les fronts, et puis où c'est trop risqué, donc voilà. On te laisse cette part du feu. En revanche, il n'est pas question que tu dépasses cette limite. Et donc, on fait vraiment effort, effectivement, sur ce cantonnement entre la partie de la toiture partie et puis ce feu qu'on doit maîtriser, ce galop qu'on doit maîtriser vers les beffrois. C'est vraiment
essayer de sauver à la fois la façade de Notre-Dame, hein, ce sourire de façade hein, qu'on a en face de nous, et ces deux beffrois, ces deux tours. Voilà. Donc, et à chaque fois, là, je demande encore du doigt. Le point du fort, il est là. Le point du fort, il est là. L'officier PC, lui, me dit qu'on va devoir réaliser une ligne d'arrêt et limiter la propagation du sinistre en toiture. C'est d'aller au niveau de la dalle entre les deux beffrois, en fait. Donc nous, on monte l'escalier jusqu'au niveau des coursives du beffroi sud. Ça commence déjà à être un peu compliqué. On ne peut pas passer à plus d'un homme. Avec tout le matériel, l'aérie, tout frotte. C'est très, très, très étroit. On va arriver donc sur cette terrasse sur laquelle on a trois portes qui donnent à l'intérieur de cette toiture. Donc on sait que ce sont des points d'attaque qui peuvent être judicieux pour pouvoir manœuvrer nos lances. Et on va être également entouré de ces deux grandes tours, ces deux beffrois finalement, qui nous surplombent de plusieurs dizaines de mètres. On a l'impression de se sentir réellement tout petit. Et là, on voit l'ampleur des dégâts, l'ampleur du phénomène. Et là, on se dit, wow, ouais, quand même. Les moyens dont on dispose, les moyens mis en place ne sont clairement pas suffisants pour pouvoir lutter contre le sinistre, parce que les flammes continuent de prendre du chemin, de grappiller du terrain et d'arriver sur nous. C'est dramatique de voir que ce bâtiment-là est en train de se consumer, que notre action est la bonne, mais qu'on ne peut pas faire mieux. Je poursuis ma reconnaissance et je suis maintenant au pied du beffroi sur la galerie des Chimères et j'aperçois une porte avec une ouverture et un carreau au milieu de cette porte. C'est un carreau clair, une vitrage. Et là, je vois quelque chose, non pas de blanc ou jaune comme la lumière de mon projecteur ou de la lampe, mais quelque chose plutôt rouge, orangé. Et je me dis, là, il y a quelque chose d'anormal. Et à force de regarder, j'ai un doute, mais un doute plus que... voilà, ou une crainte qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et là, je décide de redescendre et de rendre compte. Il me confirme très rapidement que oui, il y a un début de propagation à la tour nord. Là, je reprends une claque, il faut dire les choses comme elles sont. Non pas que je ne m'y attendais pas, c'était potentiellement un risque. Finalement, je le prends parce que voilà, ça fait partie de mon métier, je l'ai considéré, mais ça n'arrivera pas. Ben, ça arrive. Tout le monde retient son souffle parce que les tours, elles sont composées d'un habillage en pierre et les cloches elles-mêmes sont soutenues par une architecture en bois. Et donc, on est dans une mini-forêt qui est en verticale dans l'ensemble des deux tours. Donc, nous savons tous collectivement exactement quel est le risque à ce moment-là. C'est un peu la loi de Murphy, quoi. Hein. La loi d'embarquement maximal, c'est-à-dire que si les poutres ne tiennent plus les cloches et ça fait les uns sur les autres, vous imaginez 40-50 mètres, 8 tonnes, 10 tonnes, 12 tonnes. Il y a un effet de résonance, un effet d'effet cumulatif là, des cloches. Donc, c'est probablement l'effondrement de la tour. Et puis, par effet de résonance, c'est la deuxième. Et puis... et là, ça va très vite. J'entends à ma radio demande à tous les intervenants d'évacuer la cathédrale, car la cathédrale risque de s'effondrer. Il nous dit, voilà, alerte repli, tout le monde se replie en bas de l'édifice, vous effectuez le comptage du personnel et vous me rendez compte à l'issue que tout le monde soit bien descendu. Je comprends pas, je suis surpris, mais je décide de continuer et de me faire ma propre idée en montant tout en haut de la tour sud pour avoir une vue panoramique sur la toiture. Au poste de commandement tactique, on a un grand écran avec des drones qui permettent de survoler un peu le sinistre et avec un renvoi d'image permanent.
je suis avec le général Gallet à se dire, bon, on peut éventuellement faire manœuvrer les lances pour essayer de taper. Ce qu'on essaye de faire au départ. Donc on est en radio aussi avec ceux qui manipulent les lances dans les nacelles des BEA. Et on leur dit 15 degrés en bas, 15 degrés à droite. Mais le problème, c'est que c'est contrarié par les dispositions architecturales de la cathédrale. Donc on s'aperçoit rapidement qu'on n'est pas efficace. Donc comment on a trouvé cette solution pour faire parvenir le plus rapidement possible des moyens hydrauliques, des tuyaux avec de l'eau à l'intérieur et à la pression suffisante? On se rejoint tous au poste de commandement, avec le général Gallet, le général Gontier, nos différents chefs de secteur. Ils se posent beaucoup de questions, comment on va faire, si ça doit s'effondrer, on n'engage pas nos personnels, hors de question, on a perdu assez d'hommes ces derniers mois. Donc là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Mais il y a une certaine inquiétude qui m'accapare, parce qu'il faut quand même proposer au général, et c'est pas évident. Et là, le chef Rémy, qui est un petit peu à l'écart, on sent qu'il a pensé une option tactique. Il se balance un petit peu, on voit qu'il a quelque chose à dire, et puis, mais c'est pas évident pour lui. Il a 2 officiers généraux, il a son chef direct. Je fais un pas en avant. Là, tout le monde me regarde. Je dis, mes respects, mon général, je me permets de vous proposer d'établir des divisions alimentées par l'extérieur pour venir à bout d'enrayer les propagations et de préserver le beffroi. Tout le monde me regarde avec des gros yeux, mais le général me dit, chef, c'est pas possible, la cathédrale va s'effondrer. Même si sur le papier c'est parfait, c'est tout à fait construit, cohérent et ça correspond à nos idées de manœuvre, il y a une prise de risque énorme parce que l'établissement ne s'est pas consolidé depuis les 3 heures qu'on est là, 3-4 heures. Ça bouge toujours. Je lui dis, mon général, si je peux me permettre, c'est plus que réalisable. Je viens de monter tout en haut de la tour sud, que la tour sud est saine, qu'il n'y a pas de fumée dans la tour sud. Donc, il va y avoir quelque chose à prendre, une décision à prendre importante. On va devoir engager. Si je prends l'option qu'il me propose, ça veut dire qu'on va engager 10, 15, 20, 30, 40 personnes. C'est le moment de la vérité. To go or not to go. Y aller ou pas. Ne pas y aller, c'est accepter que... Bon, c'est pas prendre de risques, pas perdre de pompiers, mais c'est pratiquement l'effondrement de la cathédrale. Donc c'est un amas de ruines. Et y aller, une demi-heure, c'est un raid. On n'a pas tous les paramètres. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Il y a une part de risque. To go or not to go. Je me revois, c'est quoi? C'est 3 mois avant, c'est l'explosion de gaz rue de Trévise. C'est une situation qui est aussi chaotique. On n'est pas tous rentrés, quoi. On n'est pas des gens qui avaient l'habitude de parler beaucoup. Et du coup, finalement, on se regarde et il me dit je pense la même chose que toi. Et là, je lui dis mais tu sais pas ce que je pense, je te l'ai pas dit. Et il me répète, il me dit je pense la même chose que toi. Je récupère un dessin du lieutenant Laurent, notre dessinateur opérationnel, et je repars vite fait à la salle de briefing où il y a le président pour essayer d'exprimer cette manœuvre. Et je vois j'ai un Gontier qui commence à rassembler ce qui va être la task force, le commando. Et là, je m'attarde un peu, je prends le temps. Je prends 2-3 secondes, je regarde les visages, je m'imprime des visages. Alors bien sûr, j'en connais certains, il y en a d'autres que je ne connais pas. Et je retrouve la même détermination, la même volonté d'y aller. Il n'y a pas de doute. On est avec beaucoup d'officiels, le président de la République, à attendre un peu le verdict de ce que le général Gallet va dire sur les risques et la façon dont les choses vont tourner. Là, c'est l'angoisse, vraiment l'angoisse. Les tours peuvent s'effondrer. Demain, il peut ne plus y avoir ce paysage-là dans Paris et ça n'est pas possible parce que ça ne serait plus tout à fait Paris, quoi. L'action des pompiers vise à préserver à tout prix le beffroi gauche, c'est en cours, et puis à contenir le risque d'effondrement. Ça peut être encore tenable. Vos craintes sont là. C'est là, voilà, ici et là.
et là, le beffroi, la tour gauche. Et là, le risque, c'est un effondrement. Oui. Que la... Si là, ça s'effondre, ça va affaiblir. Et là, avec la chaleur, celle-ci peut tomber une demi-heure après. Hein. Et là, le général dit la gravité de la situation. Monsieur le Président, il y a un risque. La cathédrale peut s'écrouler. Il faut envoyer des hommes. Mais c'est dangereux. Il y a un choix à faire. Est-ce que nous laissons brûler et puis ça tombe? Ou est-ce qu'on envoie les hommes au feu? Si on lâche maintenant, il tombe. Si on voit les flammes à l'intérieur. Donc tant qu'on peut tenir à l'intérieur, je pense qu'il faut faire l'effort. Je lui dis la vérité au président. Soit on réussit, soit on échoue, et c'est 20 à 30 cercueils dans la cour des Invalides. Quoi. Il me prend le bras, et là il y a un échange de 2-3 secondes. Il me dit c'est bon, allez-y. Il faut y aller. Il faut sauver. C'est à ce moment-là que je reçois directement l'appel à la radio du capitaine. Il me briefe rapidement, il me dit voilà, la mission pour toi, ça va être de lutter contre les propagations directement dans la tour. Le feu s'est bien infiltré dedans. Tu retrouveras normalement le lieutenant Laurent, qui lui sera présent directement en haut et qui a trouvé un point d'accès. Du coup, le lieutenant Alexis revient vers nous et nous dit on repart là-haut. Le beffroi nord a commencé à brûler en fait. Ça va très vite. On a 20 à 30 minutes pour nous, pas plus. On retient tous notre souffle parce qu'on voit ces petites lumières, ces petites lucioles qui montent dans les tours, on les voit. Et chaque petite lumière est une personne, chaque petite lumière est un pompier. D'un côté, ils ont le feu, et de l'autre côté, ils ont le vide. On vit le roman de Victor Hugo pratiquement en direct, avec les gargouilles qui crachent du plomb, les flammes de 10 ou 15 mètres. Il y a presque l'ombre de Quasimodo dans la galerie des chimères, quoi. Donc il y a tout un imaginaire qui intervient avec un combat qui peut sembler perdu d'avance, quoi. C'est un peu le combat aussi de David contre Goliath, dérisoire. On attend plutôt en silence. Un silence qui est lourd. Là, vous regardez la façade. Vous fixez les yeux sur la façade. Et je me dis, peut-être que c'est la dernière fois que tu la vois. Donc, ce sont des heures difficiles, ça. Je regarde, je suis soutenu. Je prie. En arrivant à la tour, les coursives se rétrécissent tant et tant qu'on est obligé vraiment de se serrer pour pas se cogner de part et d'autre. Et elles nous permettent d'accéder directement à une sorte de porte qui se trouve devant ce beffroi, la tour nord. Et on se retrouve au pied de cette porte, avec pour mission de forcer cette porte. Cette porte, finalement, elle est toute petite. Elle fait, je dirais, même pas 1 mètre de hauteur. On est obligé de se baisser pour pouvoir passer correctement à travers. Elle est fermée à clé. On met un coup de masse et là, on tombe dans le beffroi nord. Et on se rend compte que les flammes, en réalité, font plusieurs mètres de hauteur. En fait, elles atteignent directement le palier du niveau supérieur. Elle lèche cet assemblage de charpente. Donc nous, on rentre pas dans le beffroi, parce que tout le plancher est en bois, mais on attaque de l'extérieur. Après quelques minutes d'attaque, où la lance manœuvre, je me rends compte que les flammes ne diminuent pas d'intensité.
Donc je décide de rendre compte à mon supérieur que la situation est la suivante. Si je ne rentre pas à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir éteindre les flammes. Je ne vais pas pouvoir éteindre le sinistre. Et je lui explique également que si je rentre à l'intérieur, je ne sais pas si la structure va tenir. On se dit, si on veut être efficace, je crois qu'il faut refaire ce qu'on sait le mieux faire, appliquer nos fondamentaux, c'est-à-dire aller au contact de l'ennemi. Donc je prends je dirais une dizaine de secondes de réflexion. J'essaye de m'avancer un petit peu à quatre pattes de quelques centimètres pour voir à l'intérieur comment c'est. Bon, ok, ça résiste. Faisons un pas de plus. Ça résiste encore. Un troisième, ok. Bon, c'est là que je vais mettre mon premier point, que je vais déplacer du coup mon premier point d'attaque. Je vois qu'il y a 2 escaliers qui nous permettent d'accéder potentiellement à l'étage supérieur. Je monte sur l'escalier qui se situe de l'autre côté de là où on est rentré. Et finalement, je commence à monter les marches et je m'aperçois qu'effectivement, il y a un autre étage et qu'à cet étage-là, il y a d'énormes cloches. Et les poutres qui les soutiennent sont en train d'être rongées par les flammes. Et à ce moment-là, je sens que la terre se dérobe en dessous de moi et en réalité, c'est l'escalier qui craque. Et je passe à travers complètement. Et je m'arrête finalement au niveau de la taille, retenu uniquement par ma bouteille d'air, donc mon appareil respiratoire isolant. Je regarde à gauche, à droite, je vois pas mes hommes, et donc du coup, j'essaye de me dépatouiller. Et finalement, en m'appuyant légèrement sur mes mains et en me tractant un petit peu, j'arrive à me dépatouiller et à pouvoir reculer. J'en profite pour faire un premier compte-rendu à mon chef. Et je lui dis, voilà, on est en train d'effectuer l'attaque. Pour le moment, c'est efficace, mais j'ai besoin de moyens complémentaires et potentiellement d'équipes complémentaires. On voudrait faire plaisir au lieutenant Alexis, on comprend ses difficultés, mais si on envoie des renforts, on va déséquilibrer les secteurs. La décision, elle est pas facile à prendre, hein. Et non, il doit continuer avec ses propres moyens. Tu vas devoir faire avec ce que tu as et tu continues ta mission. Il y a plein de poutres qui empêchent la lance de parvenir à ses fins en fait et il faut une meilleure visu sur le brasier pour pouvoir l'attaquer correctement. Au milieu d'un tas de poutres qui jonchaient le sol, il y a une échelle à coulisses en métal qui traîne au sol. Et je me dis, bon, on ne pourra pas passer par cet escalier sur lequel je suis tombé. Mais de l'autre côté, l'escalier qui ne monte pas jusqu'en haut, on va peut-être pouvoir prolonger d'une certaine manière cet escalier avec cette échelle qui est posée au sol. C'est un travail d'équipe en fait. Il y en a qui mettent les échelles, qui nous font passer les tuyaux pour pouvoir monter un peu plus haut. On est obligé de faire un petit peu les funambules, de passer de poutre en poutre pour pouvoir accéder au palier du dessus. Et là, on arrive en face des cloches. Des cloches, des énormes cloches qui font 4 mètres de diamètre, qui doivent peser des tonnes et des tonnes. Elles sont en hauteur, elles sont suspendues par une poutre et cette poutre est complètement en train de brûler. Et là, je me dis, bon, si ça rompt, clairement, ça va tomber. Et si ça tombe, elles vont nous emporter avec. Ça, c'est quasiment certain. On ne sait pas où on met trop les pieds, donc on progresse à tâtons et on va de foyer en foyer en tenant la lance. On va cracher d'un côté, on progresse en regardant bien le plancher, on va de l'autre côté. La guerre continue, en fait. Et à ce moment-là, on se dit, là, on est dedans. Là, on est dans le thème. Là, ça fonctionne. Et là, je me rends compte que les flammes commencent à être abattues et qu'on va en venir à bout. Là, je me dis, OK, encore un gros effort et on va y arriver.
On se relaye à la lance, et là, ça commence à être bien ventilé, on voit plus beaucoup de fumée. Le lieutenant Alexis prévient le commandement que le feu est maîtrisé à l'intérieur du beffroi. Les flammes sont abattues et on a rempli la mission. On voit les lueurs là, de ces flammes qui ravageaient les poutres qui soutenaient les cloches s'éteindre. On recontrôle de nouveau le terrain, enfin on recontrôle la tour. Et dans le même temps, les flammes qui ravageaient la charpente baissent d'intensité. Ça se produit d'un seul coup. C'est comme une scène de théâtre qui s'éteint. Et au bout de 25 minutes, je crois, on n'a plus de temps à ce moment-là, je n'ai plus de temps. Le général nous dit « c'est gagné ». Naturellement, il y a un sentiment de joie intérieure et une reconnaissance. Une reconnaissance parce que la vie des hommes était en péril. On est heureux, on partage tous ce moment ensemble et c'est vrai que c'est un soulagement, c'est-à-dire ce paysage de Paris avec ces tours de Notre-Dame sera toujours le paysage de Paris avec ces tours de Notre-Dame. Il y a une foule énorme amassée tout autour de l'île. Et on entend des chants religieux, des gens qui chantent. Et ces chants, quand on les entend en haut, ils nous paraissent presque irréels. Ils viennent du bas de la cathédrale, ils viennent des abords même de l'île de la Cité. Nous qui sommes à plusieurs centaines de mètres presque avec la perspective, c'est quelque chose qu'on entend comme si c'était dans le ciel finalement. Moi, c'était un rêve d'être en charge de Notre-Dame de Paris. La cathédrale, je la connaissais par cœur, je la vivais, je la sentais, je l'écoutais, je l'entendais, je la respirais. Et ce soir, quand j'arrive sur le parvis, je vois cette immense façade, toujours là, mais avec des pompiers partout, de l'eau qui dégouline, de la fumée encore, des escarbilles au sol, un peu dans l'atmosphère. Mais je vois pas la cathédrale blessée, je vois toujours cette magnifique façade, elle est toujours là, pas fière, belle. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été épargné du spectacle de cette agonie. On m'a manifestement pas voulu que je voie. Donc du coup, j'hérite d'une cathédrale comme ça. Mais je l'ai pas vue passer d'un état magnifique à ça. Le général Gallet dit sur la demande du président de la République qu'on peut essayer de rentrer juste à l'entrée de Notre-Dame, évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup de risques. Et c'est avec le président que je découvre l'intérieur de la cathédrale. Donc la première vision, naturellement, est une vision d'horreur. Une atmosphère noire, avec une lumière blanche par des projecteurs posés au sol qui éclairent des lances à incendie, une odeur abominable de l'eau partout, un tas au milieu de la nef, une voûte crevée dans la nef. Il y a à la fois la sensation d'une destruction, un peu comme les ruines de la cathédrale de Reims, durant la Première Guerre mondiale, et puis en même temps, le sentiment que l'essentiel est préservé. C'est-à-dire que ça s'est arrêté au bord du précipice, quoi. Le président me dit « la croix dorée est au fond, elle est là ». Là, il y a eu comme une paix intérieure qui m'a habité tout de suite. Cette croix-là qui brille de toute son aura, de toute sa splendeur, et comme si rien ne s'était passé, quoi. C'est un peu le calme qui revient après la bataille, quoi. C'est ces moments de silence où on compte les points. On exprime le besoin de souffler. C'est un grand soulagement. La mission a été réalisée.
Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés graves. Et puis, c'est paroles très simples. Hein. On y est, nous y sommes, on l'a fait. À ce moment-là, vous avez toute cette inquiétude, ce stress, cette tension qui redescend un petit peu dans les bottes. Et on se dit, la brigade de Savon et de Paris était au rendez-vous. Voilà. Un des lieutenants-colonels qui était présent sur l'intervention m'attrape par l'épaule et il me dit c'est bien mon lieutenant, t'as bien bossé, on est content de toi. Tu vas pouvoir repartir, c'est bon. Et pour info, j'ai discuté avec l'architecte et il m'a dit que à 10-15 minutes près, les cloches s'effondraient et amenaient une partie de la structure en bois à l'intérieur de cette tour. Donc je regarde le visage de mes 4 bonhommes et je regarde aussi celui de mon conducteur et je me dis grosse nuit quand même. Hein. Et puis il me regarde et il n'y a pas besoin de parler dans ces cas-là, juste un sourire et on sait, on lit sur leur visage que ouais, grosse nuit quand même. Tout autour de la cathédrale, on voit qu'il y a une foule dense et ils s'écartent pour nous laisser passer. Sur certaines interventions, il y a un certain voyeurisme un peu malsain. Donc la première seconde de ma pensée, je me dis mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils regardent ça? Puis après je me suis dit ah mais non, mais en fait c'est parce que c'est la cathédrale qui brûle. C'est un symbole religieux, c'est un symbole de la France, c'est un symbole de Paris, c'est un symbole d'amour, c'est un symbole de tout et n'importe quoi. Et j'aperçois en fait que les gens sont pas là parce que c'est malsain d'être là, mais ils sont là parce qu'ils sont tristes. Il y en a qui sont en train de pleurer, il y en a qui sont en train de chanter, il y en a qui nous regardent avec admiration. Et je comprends qu'en fait, ils sont tous là quelque part pour nous soutenir. Quand on est rentré à la caserne avec mes équipes, je leur ai dit, aux gars, demain il y a le contrôle, il faut refrotter tout le camion, quoi. Et on a refrotté tout le camion jusqu'à 5-6 heures du matin, à peu près. Mais de toute façon, on était dans l'excitation, donc on a refait le monde, on a refait le feu, et personne n'aurait été se coucher. On rigole parce que, qu'est-ce qu'on avait dit? À chaque veille de contrôle, quand on nettoie le matériel, il y a un feu. Et on rigole et on se dit, mais c'est pas possible parce que, oui, il y a un feu, mais ça devait être un petit feu. Ça devait pas être Notre-Dame qui brûle. Lorsque je rentre au centre de secours, donc ma surprise est belle. En fait, mes hommes, alors qu'ils ont travaillé depuis 18 heures, alors qu'ils ont fait un feu qui est historique, ils ont nettoyé tout le matériel. À 8 heures, tout était nickel. Ils sont quand même venus. Ils ont tout vérifié, ils nous ont félicité pour la propreté du matériel. Je pense que j'avais la petite larme à l'œil, quoi. Je me suis dit, quand même, c'est quand même pas mal, quoi. Et puis on reprend une garde classique. Classique, vraiment. Et on reprend le travail, comme si de rien n'était. Mais oui. Là, il y a un vent qui est là. Moi-même, mais également les entreprises qui travaillaient sur le site, portent sur leurs épaules et dans leur cœur et dans leur vie de tous les jours ce poids insupportable de doute, de responsabilité, de se sentir coupable, une culpabilité, alors qu'en réalité, peut-être pas du tout. Donc on a à cœur tous de la sauver. J'ai hâte de revoir une toiture sur la cathédrale. J'ai hâte de ça. Et le jour où ça sera remis en place, ouais, je pense que psychologiquement, je me sentirai mieux.
premièrement, c'est comme un cœur qui bat et il fallait que la cathédrale donne un signe d'espoir, toujours à tout le monde, pour dire que son cœur bat toujours. En France, quand un chef d'État meurt, on fait sonner le bourdon. Ça fait partie de la tradition de la cathédrale. Au moment de la mort de Jacques Chirac, il y en a un qui dit « Tiens, on va sonner le glas. » Je dis « Le glas, c'est quoi le glas ?» Il dit « La cloche, là-bas, pour justement Jacques Chirac, tout ça. » Mais là, il n'y a pas d'électricité. Donc, que faire? Eh bien, les gens de la cathédrale montent près du bourdon. Et on installe une corde autour de la cloche, alors on nous explique comment ça va se passer. Je prends un moment pour sortir du beffroi. Et je me mets sur la galerie des Chimères, sur la tour nord. Je vois la cathédrale éventrée. Je l'entends sonner. Je regarde Paris. Et là, je pleure. J'ai la larme facile ces temps-ci. Et je pleure parce que je trouvais que c'était beau d'entendre ma cathédrale battre comme ça. Ensuite, on entend une dame qui vient nous voir, qui nous dit « Écoutez, c'est vous qui avez fait sonner le glas ?» On lui dit « Ben oui », mais elle nous a remerciés, les larmes aux yeux. Elle dit « Vous avez redonné vie à la cité ». Il y a certaines personnes qui sont tellement attachées au monument qu'un petit truc, un petit son peut les faire revivre. Paris, c'est un petit bout de planète. C'est une collectivité humaine qui vibre, qui vit, qui sent les choses, qui est capable de résilience. Et c'est un peu ça qui se produit ce jour-là autour de Notre-Dame. C'est pas juste une œuvre majeure, majestueuse, faite de pierre et de bois. Non, non, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Donc c'est un peu notre vie, quoi, qui a failli partir complètement en fumée ce soir-là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tous les travaux qui devront être réalisés pour la remettre magnifique comme avant, ils seront faits. Ça ne peut pas être fait du jour au lendemain, mais ça sera fait. Donc finalement, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de cette tristesse. Après, c'est une tristesse sur le moment donné qui est normale. Je me dis, plus tard, quand tout sera passé, on repensera à cette tristesse et puis c'est presque comme un deuil, ça va passer. Et puis, il y aura du renouveau par la suite.